Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci de vous être joints à nous pour discuter d'un domaine absolument passionnant, en tout cas qui me passionne, et j'espère qu'il vous passionnera aussi. C'est celui des épidémies étendues ou pandémies. Avec cette image, je voudrais souligner que je ne suis pas particulièrement infectiologue ou virologue, et je ne vais donc pas discuter en détail des différents éléments infectieux, mais je suis intensiviste et donc je parlerai plutôt des aspects organisationnels. Sommes-nous prêts ou pas pour la prochaine pandémie qui va, on le sait, de toute façon arriver? Et aussi, avec cette image du monde, je voudrais placer mon exposé à un niveau mondial. Je ne vais pas particulièrement me focaliser sur le système belge et certainement pas critiquer nos autorités d'une manière ou d'une autre. Je voudrais surtout susciter la réflexion et partager avec vous les questions que j'ai à l'esprit et qui me préoccupent. Et donc, je pense que vous allez aussi être préoccupés par ce que je vais vous dire. Parce que nous sommes à la fois prêts et pas prêts pour la prochaine pandémie. Évidemment, la science a fait beaucoup de progrès. On peut quelque peu voir venir, notre système de santé est très bon, mais nous sommes aussi peu préparés parce que nous ne savons pas très bien la tournure que peuvent prendre les événements, et il y a un moment où notre système de santé, même s'il est bon, sera rapidement saturé, et pour des gens comme nous qui travaillons dans les unités de soins intensifs, ce sera vraiment problématique. Et pour chacun d'entre nous, ça va soulever des questions éthiques très importantes. Alors, quand on parle d'épidémie, on parle évidemment de transmission de maladies contagieuses de personne à personne. Et quand on parle de pandémie, c'est lorsque l'épidémie est tellement large qu'elle entreprend, disons, plusieurs continents, pour ne pas dire le globe. Enfin, ça pourrait être plusieurs continents, d'autres pourraient être éventuellement épargnés. Donc, les définitions ne sont pas bien difficiles. Nous n'allons donc pas parler de maladies infectieuses extrêmement préoccupantes comme la malaria. La malaria n'est pas directement contagieuse. Nous n'allons pas parler de la fièvre jaune, nous n'allons pas parler de la dengue, qui sont des maladies pourtant extrêmement préoccupantes. Mais nous allons parler de maladies qui se transmettent d'un individu à l'autre. Et sans entrer dans les détails de l'épidémiologie des maladies contagieuses, certains d'entre vous savent sans doute qu'il y a cette équation relativement simple qui définit la contagiosité par un coefficient de transmission qui dépend évidemment de l'organisme considéré, le nombre de contacts entre individus et la durée de l'infection. Par exemple, des infections virales courantes, y compris la grippe, ne va pas durer bien longtemps, mais peut effectivement rapidement être transmissible dans le tram, dans le métro, au cinéma, dans tous les endroits publics, dans les endroits comme ceci, où on peut évidemment facilement se la communiquer. Et donc, même si le coefficient de transmission est relativement intermédiaire, ça peut vite prendre des proportions importantes. Par contre, l'HIV, qui peut mener au sida, est évidemment une épidémie aussi, mais avec un coefficient de transmission qui n'est pas très élevé. L'HIV n'est pas tellement contagieux, mais il y a souvent beaucoup de contacts et la maladie, malheureusement, dure extrêmement longtemps. Et c'est bien là que se situe le problème. Les maladies d'enfants, la durée de l'infection est relativement peu importante, mais on retire vite l'enfant de la crèche parce qu'on n'a pas envie que l'infection se répande trop rapidement. Et donc, ce sont les trois éléments qui sont impliqués dans la contagiosité. Alors, je le disais, bien sûr, on fait des progrès énormes en médecine, mais il y a des éléments qui vont accroître le risque de pandémie. Le premier, c'est évidemment que les microbes prennent l'avion. Et donc, les microbes peuvent très rapidement passer d'un côté à l'autre de notre planète. Le deuxième élément, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux. Et donc, les contacts interindividuels sont de plus en plus fréquents et de plus en plus rapprochés. D'autant plus que les gens tendent à vivre davantage dans les villes
pas seulement dans les villes énormes, mais on quitte les campagnes pour aller dans les endroits plus habités, où il y a évidemment beaucoup plus de contacts interindividuels que quand on se trouve dans la campagne. Et donc la transmission de germes peut être facilitée par ces éléments. Je suis toujours frappé par cette image, vous l'êtes certainement aussi, du nombre d'habitants sur la Terre quand on le regarde, ce nombre en fonction des années ou des millénaires. C'est extraordinaire, c'est comme ce nombre a augmenté au cours de ces derniers siècles. Et si on veut avoir encore un peu de place sur la planète, il y a en fait 3 possibilités. Je ne crois pas qu'il y en ait plus. 1, c'est contre les naissances, ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. 2, c'est les guerres. 3, c'est les épidémies. Et ça a toujours été comme ça. Les épidémies ont limité le nombre d'habitants sur la Terre par épisodes successifs, au même titre que les guerres. Et nous n'avons envie, évidemment, ni de l'un ni de l'autre. Mais voilà une image toute récente des United Nations pour montrer que si nous sommes ici quelque part, on ne sait pas très bien si l'évolution de la population va continuer à augmenter de manière linéaire, ou si on va arriver à un plateau, ou au contraire, si le nombre d'habitants ne va pas diminuer dans les décades ou les siècles à venir. Alors on a beaucoup parlé évidemment de l'Ebola récemment, maladie terrible, mais à l'échelle de l'évolution de l'humanité, ce n'est finalement pas grand-chose. C'est une maladie terrible qui nous a en même temps montré les problèmes qui pouvaient exister en Afrique centrale. Et c'est abominable, évidemment, on le sait tous, et nous avons été aussi au niveau des soins intensifs concernés par ça, en essayant au niveau de la Fédération mondiale d'aider nos collègues qui n'ont virtuellement pas de soins intensifs dans l'Ouest africain, mais quand même de donner des conseils, d'essayer d'aider autant que faire se peut. Mais quand on voit, ces chiffres sont évidemment très approximatifs, mais quand on voit le nombre de morts de la peste ou de la grippe espagnole, dont je vais beaucoup parler parce personnellement, elle me préoccupe beaucoup, cette histoire de la grippe espagnole, et je vais partager ça avec vous. Mais 10 000 morts, mais c'est rien du tout. Rien du tout, c'est énorme quand même. Oui, je sais, je suis d'accord, c'est une maladie terrible. Mais en termes d'épidémie, parce que je ne sais pas si on peut parler de pandémie ou même de pandémie, je veux bien qu'on en parle, le nombre de morts est quand même relativement limité par rapport à ce qu'on a pu connaître avec d'autres maladies. Mais l'Ebola nous a effectivement quelque peu ouvert les yeux et sensibilisés. Et peut-être que certains parmi vous sont venus ce soir en se disant « Ah, le titre dit Ebola, tiens, je vais aller voir ». Nous avons tous été interpellés par ce problème d'Ebola. Et justement, ce que je voudrais faire avec vous, si vous voulez bien, c'est prendre un peu de recul et parler de pandémie dans un sens, justement, un peu plus général, et surtout tourner vers l'avenir, parce que le passé est le passé, mais il faut surtout voir ce qui nous attend et comment nous allons nous organiser vis-à-vis de la prochaine pandémie. Alors bon, Ebola, on a surtout été concernés quand on a vu l'un ou l'autre cas qui apparaissait dans nos régions, qui avaient quitté l'Afrique. Coronavirus, oh, c'est un peu la même chose. En Arabie, oui, mais je ne vais pas en Arabie. Ah oui, c'est les chameaux, oui, chameaux. Et quand tu commences à avoir quelques cas en France, en Allemagne, en Angleterre, alors là, on commence à s'inquiéter. Et je ne veux pas ici être critique, parce que nous sommes tous comme ça, parce que nous sommes humains, et parce que nous nous intéressons avant tout à ce qui peut nous concerner, ce qui est proche de nous. On entend régulièrement qu'en Syrie, il y a 150 morts par jour, et puis on fait « Oh mon Dieu, c'est dommage, hein? Oui, oui », puis on passe à autre chose. Et puis il y a un avion qui s'écrase avec 150 personnes à bord. Abominable! C'est aussi la faute d'un fou. Et là, tout à coup, le monde s'arrête et on ne parle que de ça aux nouvelles,
parce que nous sommes beaucoup plus émus par quelque chose qui pourrait nous arriver parce que nous prenons régulièrement l'avion. Alors le SARS, ça ne nous a pas tellement émus ici, en Europe et en Belgique en particulier. Et pourtant, nous les intensivistes avons été extrêmement concernés par cette épidémie. Le SARS, je vous rappelle, c'est le syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë, sévère. En français, on a souvent dit SRAS. C'est une affection qui n'a pas touché tellement de monde il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et vous vous souviendrez que le SARS est parti de Chine, où il y a eu quand même, là, beaucoup de morts. Et puis, tiens, on le retrouve principalement au Canada et un peu aux États-Unis. Comment ça se fait? Ben, vous le savez, vous vous en souviendrez, ou en tout cas beaucoup s'en souviennent. C'est un fameux vol Lufthansa qui a transporté le SARS avec un passager qui revenait de Hong Kong vers Toronto. Et nos collègues de Toronto ont été confrontés à cette maladie virale extrêmement grave, dans beaucoup de cas. Alors, ce n'est peut-être pas une maladie largement répandue, mais elle a intéressé directement les soins intensifs modernes, tels qu'on les connaît à Toronto, et je reviendrai dans un instant. Il y a eu évidemment des épidémies tout à fait récurrentes, et la variole, c'est le bel exemple, avec toute une série d'épidémies, une fois ici, une fois là-bas dans le monde, et heureusement, les vaccins nous ont permis de bien contrôler ce problème, et ceci nous permettra d'ouvrir la parenthèse des vaccins et de la refermer tout de suite, parce que ce n'est pas vraiment notre propos. Enfin, soulignons quand même l'importance des vaccinations pour prévenir les pandémies. Alors, la peste bubonique, est une maladie qui a, on le sait bien, tué mais énormément de personnes sur Terre. Et on se souvient de ces images de ces médecins qui avaient ce masque qui permettait de placer des herbes et d'autres substances pour réaliser une sorte de masque à gaz, pour essayer de limiter la contagion lorsqu'ils allaient, entre guillemets, traiter les personnes qui sont atteintes. Et avec cette image du milieu, je voudrais tout simplement montrer que la peste existe toujours. Hein. Ce n'est pas une maladie qui a disparu complètement. Elle existe toujours. Il y a des cas même en Amérique du Nord, aux États-Unis. Enfin, avec les antibiotiques, heureusement, on peut le contrôler. Donc, on ne parle plus maintenant, bien sûr, de peste comme cause de pandémie. Mais ça a été quand même extraordinaire, que ce soit à Londres, que ce soit à Tournai, que ce soit ailleurs en Europe. Le nombre de morts qui ont été empilés à cette époque est absolument extraordinaire. Regardez comme la population a subi cette pandémie de 1350. La population est passée de 85 millions à 60 millions et il a fallu attendre 200 ans pour retourner au même nombre d'habitants. 200 ans pour se remettre de cette pandémie de la peste, avec encore une autre pandémie un peu plus tard. Comme nous le savons, il y a eu plusieurs pandémies de peste. Alors j'ai préparé cette image en mettant ensemble, un petit peu à la louche si on peut dire, tous ces chiffres ne sont pas précis, mais en essayant de reprendre les grandes pandémies que notre monde a connues. Et évidemment, les chiffres qu'on cite ne sont jamais très précis, parce qu'il y a quelques centaines d'années, on n'avait évidemment pas d'éléments extrêmement mathématiques pour définir notamment le nombre de décès. Mais je dis le nombre de décès, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on parle, non? Des pandémies, il y a eu combien de morts? Mais c'est pas facile en plus de définir le nombre de morts qui sont directement dus à la pandémie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à mourir d'autre chose. Il y avait peut-être un peu de fièvre avant de mourir. Est-ce que c'était l'infection en question? Ou est-ce que c'était autre chose? C'est pas toujours facile à dire. Et puis, il y a eu des pandémies, comme la polio, dont on ne meurt pas toujours, mais dont les séquelles sont extrêmement importantes.
Et vous avez certainement vu ces images extrêmement prenantes de ces jeunes qui sont dans des poumons d'acier pour les aider à respirer, et où les braves dames ici sont en train de les distraire en lisant l'un ou l'autre ouvrage, alors qu'il n'y a que la tête qui passe de ces vieilles machines qui aidaient à la respiration, et ces images qui sont quand même tristes. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus uniquement compter le nombre de morts. Mais si on veut compter le nombre de morts, il faut aussi prendre compte du dénominateur. Il y avait combien de personnes en Europe ou dans le monde d'alors, à l'époque du Justinien par exemple. Et donc le nombre de victimes finalement ne nous dit pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas trop le dénominateur. Et comme je le disais, les chiffres ne sont pas précis parce qu'on ne sait pas très bien qui a pu mourir de l'affection en question ou est peut-être mort d'autre chose. Ebola est ici, bah quand même, hein, on retrouve les 10 000 victimes. Mais le SARS, vous allez me dire, c'était moins grave alors. Il n'y a eu que 1000 victimes. C'est des victimes un peu différentes. C'est que le SARS, ce sont des malades qui sont venus en soins intensifs et qui ont eu un traitement totalement différent de ceux qui sont morts d'Ebola dans des régions où il n'y avait pas de soins intensifs, où il n'y avait pas de respirateurs, il n'y avait pas de techniques sophistiquées pour les maintenir vivants. Et donc ceci m'amène à quelque peu me focaliser sur influenza, sur le virus de la grippe au sens large, avec toute une série de pandémies. La dernière importante, quand même, vous vous en souviendrez, celle de 2009, le H1N1, où nous avons quand même sué pour sauver des vies, et nous en sommes très fiers, notamment des femmes enceintes. Ceci n'est pas une patiente de notre institution, parce qu'on n'a pas pris de photo de ces patients, mais vous voyez, c'est une femme enceinte qui est au respirateur, mais qui est aussi en machine cœur-poumon. Le respirateur seul n'était pas suffisant pour assurer l'oxygénation des organes. Et donc, il a fallu mettre cette machine dans laquelle passe le sang pour être oxygéné. C'est le même genre de machine que celle qu'on utilise en chirurgie cardiaque, mais pendant seulement un temps très limité. Ici, on garde ça pendant des jours. Et nous, comme d'autres, avons pu ainsi sauver des personnes jeunes qui sont venues dans les services de soins intensifs à cause des complications respiratoires de cette mauvaise grippe, si vous voulez. Ah, le nombre de cas n'est pas énorme, ceci est le Danemark, mais on voit quand même qu'en Hongrie, pas mal de morts. Donc, même si en 2009 on dit oui, c'est vrai, oh, finalement, cette épidémie a été moins importante qu'on l'a cru, parce qu'avant on parlait tous de ça, tous les repas, toutes les réunions avec les amis, c'était à l'heure H1N1, dit, alors il faut se faire vacciner, oui, vous vous en souviendrez. Et puis après on dit, oh, ben finalement, c'était pas grave. Bon, c'était pas grave, ok, c'était pas trop grave, mais quid de la prochaine? L'année passée, on a eu un peu peur quand même, hein? Pas de ça, ça c'est de rouge à lèvres, ça n'a rien à voir. Mais tant aux Pays-Bas qu'aux États-Unis, il y a quand même eu quelques cas de mauvaise grippe qui ont amené les malades en soins intensifs. Et on a eu peur. On a eu peur, on a beaucoup parlé aux réunions de soins intensifs, échangé les opinions. Au Texas notamment, il y a eu quand même plusieurs personnes qui avaient besoin d'occuper des lits avec ces machines cœur-poumon dont je vous parle, qui peuvent oxygéner le sang. Alors donc, maintenant, revenons un peu en arrière, justement. Avant d'entrer dans les soins intensifs d'aujourd'hui ou de demain. Et revoyons ensemble des images de ces grippes d'antan, où les gens se retrouvent souvent dans des tentes, et il faut bien dire que, quand on le voit, ils n'ont pas l'air terriblement malades de leur grippe. Mais en fait, la moindre complication, ben oui, c'est vrai, menait tout simplement au décès.
si ça ne passait pas après l'administration d'un peu d'oxygène, il n'y avait pas de respirateurs, il n'y avait pas d'intubation endotrachéale, il n'y avait pas de machine cœur-poumon, et donc ces complications, elles menaient effectivement au décès. Mais la grippe espagnole, c'est extraordinaire, ça. Il y a moins de 100 ans. Il y a moins de 100 ans, et le nombre de morts est entre 50 et 100 millions. Presque une dizaine de fois la Belgique entière morte de cette affection. Et on pouvait lire des textes assez touchants. J'espère que tu seras en forme. Ici, la grippe n'est pas encore apparue, bien qu'à Saint-Jean, elle soit très répandue. Il y a eu des cas mortels. Et je viens d'apprendre que Marcel, je sais pas, est mort. Pauvre gamin, c'est bien triste. Il y en a beaucoup d'écrits de ce type. On se retrouve juste après la Première Guerre mondiale. Et on retrouve Grégoire Marie-Théodore Vautier, engagé volontaire, qui s'est battu et qui en est sorti de la guerre, et puis qui écrit « C'est bien ma guigne ». Au moment où tout marchait bien, nous allions entrer en ligne, j'ai attrapé la fameuse grippe espagnole, on a dû m'envoyer sur l'infirmerie, et Grégoire est mort en octobre 1918 à l'âge de 26 ans. Juste après la guerre est apparu cet énorme pic de grippe espagnole. Pourquoi espagnole? Apparemment, le roi d'Espagne l'aurait attrapé. Et sinon, on ne sait pas très bien pourquoi, à vrai dire. Toujours est-il qu'il fallait trouver un pays d'origine et qui ne soit pas trop impliqué dans la guerre. Et on a vu, à l'époque, ces dessins humoristiques disant, voilà, le virus est venu de l'Espagne. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça, c'est pour ça qu'on parle de H1N1, etc. On ne peut plus parler de grippe mexicaine, c'était le dernier mot qu'on a entendu, parce que les gens le prennent mal en disant, mais ça y est, c'est notre faute si il y a effectivement une pandémie qui s'est développée. Mais quand on regarde l'évolution de la pandémie, on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas partie d'Espagne. Elle est partie probablement de là. Mais c'est nos amis américains qui nous ont quand même vachement aidés, on n'a pas envie de les accabler. Mais c'est dans ce genre de baraque, à Camp Funson, qu'apparemment la grippe s'est développée, évidemment dans des endroits où il y a des contacts interhumains qui sont extrêmement rapprochés, dans ces tentes, dans ces baraques, pour ces militaires qui étaient en train de s'entraîner pour aller faire la guerre, et qui se sont parfois retrouvés dans ces grandes salles communes atteints de la grippe. Alors si vous regardez les images du nombre de grippes annuelles, des 201, etc., regardez en pointillé, c'est le nombre de cas de grippe qu'il y a eu. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et comme souvent dans les épisodes, dans les épidémies de grippe, il y a plusieurs vagues. Et donc quand on croit qu'après la grande vague, ouf, ça va, bouf, il y a encore une autre vague qui peut venir, c'est quelque chose qui est bien connu des virologues. Et donc le monde entier, là, a évidemment été secoué. On a essayé rapidement de limiter la contagion, prenez un mouchoir et surtout, mettez un masque. Et donc la population entière, que ce soit aux USA, au Canada, ici effectivement aux États-Unis, ou même au travail, tout le monde mettait un masque pour essayer de limiter la contagion. Voilà une image assez célèbre à Seattle, où ce monsieur apparemment ne peut pas monter dans le tram parce qu'il n'a pas de masque, et le contrôleur du tram, l'accompagnateur, ne veut pas qu'il monte parce qu'il risquerait de communiquer ses microbes aux autres. Et voilà, Tokyo, c'est vraiment la pandémie dans toute sa splendeur, avec effectivement des salles communes qui regorgent de personnes. Et on essaye de développer des stratégies pour essayer de garder les gens en dehors des hôpitaux, bien sûr, essayer de disperser les gens, d'éviter qu'ils se retrouvent ensemble dans le même environnement, et les morts qu'on évacue les uns après les autres, souvent des personnes assez jeunes. On ne comprend pas d'ailleurs très bien
il pourrait y avoir des explications immunologiques, mais qui ne sont pas bien cernées. Pourquoi? C'est souvent les personnes d'un âge moyen, les 20, 30, 40 ans, qui sont le plus atteints. Évidemment, les personnes âgées sont plus atteintes, mais encore une fois, il est difficile de savoir ce qui revient directement au virus et ce qui revient à une maladie de fin de vie dans laquelle il y a peut-être une infection, et il y a peut-être eu le virus, mais voilà. Mais le processus de fin de vie est peut-être relativement complexe. Mais donc, ça, c'est un peu troublant. C'est qu'en fait, ceux qui ont 45, 50 ans sont peut-être un tout petit peu plus protégés par rapport aux plus jeunes. Mais ça, c'est l'image que nous allons bien garder à l'esprit maintenant, parce que ça, c'est la base de la suite de mon exposé. C'est que on met ceux qui sont atteints de la grippe espagnole, appelons-la comme ça, dans des endroits délimités, dans des tentes, et ou bien ils survivent, ou bien ils meurent. Pas de soins intensifs, pas d'intubation de la trachée, pas de respirateur, pas de machine cœur-poumon. Si ça ne va pas, désolé, on meurt. Et puis on arrive dans ces grandes salles où on met les morts les uns à côté des autres avant de les embarquer. Alors, de quoi meurent-ils? Ben oui, j'ai déjà donné la réponse. On appelle ça la pneumonie virale. Il y avait sans doute des cas qu'on appelle aujourd'hui des ARDS pour les médecins parmi vous, des cas d'insuffisance respiratoire diffuse des poumons, mais ce sont des insuffisances respiratoires. Donc aujourd'hui, mais oui, mais alors, mais victoire, mais oui, mais nous avons ces respirateurs, mais oui, mais nous avons ces machines pour traiter les pneumonies. Mais combien? Attendez. Et donc, effectivement, c'est la pneumonie qui est la cause principale de décès dans ces pandémies. Mais le remède, évidemment, il y avait un beef wine, si vous voulez, ou des oignons, ou de l'huile de castor, des vapeurs de Vicks, ok. Mais il n'y avait pas grand-chose. Vous allez me dire, aujourd'hui, on a des antiviraux, mais vous savez, vous savez comme moi que ces antiviraux sont d'une certaine efficacité, mais c'est pas exceptionnel. Et on en a parlé pour Ebola, on n'est pas certain que les antiviraux peuvent aider, mais on a quand même essayé, dadi-dada. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas, évidemment, d'antiviraux qui soient à 100% efficaces et qui nous fassent oublier tous ces problèmes de virus. Alors bon, entrons alors dans les soins intensifs. Évidemment, parmi toutes les personnes atteintes de, mettons, ce virus, au sens large, la plupart, ok, auront une grippe non compliquée, disons. Mais s'il y a ne fût-ce que 1% des gens qui ont besoin d'un support respiratoire pour une insuffisance respiratoire, bon, ben, ça va, hein? Nous avons de belles unités de soins intensifs, en Belgique comme dans tout le monde qui a les ressources. Et donc, ben oui, ok. Oui, mais venez maintenant à Erasme ou allez à Saint-Luc ou allez à Charleroi où vous voulez. Regardez le nombre de lits de soins intensifs qui sont libres. Ben oui, il y en a. Oui, combien? Oui. Quand on a 3 lits, on dit, voilà, on a 3 lits. Quand on a 4 lits, on dit, oh, mais il faut peu de choses pour les occuper. Alors, il y a une grande différence entre les pandémies et les catastrophes, les désastres naturels, tremblements de terre, actes terroristes, ce que vous voulez. Mais quand le problème se passe à un endroit donné, et de 1, après la catastrophe, le nombre de victimes diminue rapidement, et de 2, on peut quand même évacuer, transférer, et vous savez qu'en médecine de catastrophe, on transfère les moins sévèrement atteints vers les hôpitaux plus distants, et on garde les blessés, en l'occurrence les plus sévèrement atteints, pour les hôpitaux de proximité. Mais dans la pandémie, ça va comme ça, en montant, et puis ça va aller en descendant, mais très lentement. Et ça concerne tous les hôpitaux avoisinants. Donc on ne peut même pas dire « Ah, il n'y a plus de place dans cet hôpital-ci, j'irai voir dans le suivant ». Ce ne sera pas aussi simple que ça.
Évidemment, il faut commencer par éviter que les gens aillent à l'hôpital. On peut avoir des protocoles, c'est extrêmement important d'avoir dans ces conditions des protocoles qu'on peut suivre pour le médecin généraliste déjà, qui puisse voir qui doit aller à l'hôpital et qui peut, espérons-le, éviter d'aller à l'hôpital. Parce que, comme vous le savez peut-être, en cas de pandémie, lorsque les malades arrivent à l'hôpital, il faut voir dans quelle zone on va les mettre. Exactement comme ceux de la grippe espagnole étaient mis dans des tentes en dehors de l'hôpital, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Avoir une zone de densité virale élevée, où on va prendre toutes les précautions d'usage pour éviter la transmission, et puis il y a quand même tout le reste. Il y a encore des traumatismes, il y a encore des infarctus, il y a encore des accidents vasculaires cérébraux, il y a encore des femmes qui accouchent, il y a encore des gens qui ont besoin de dialyse. Donc, il faut quand même que les hôpitaux continuent à exercer leurs activités, même si on essaye de garder un maximum de personnes en dehors de l'hôpital. Mais le problème, c'est que parmi ceux-ci, la petite minorité des gens qui ont eu cette maladie, qui doivent venir à l'hôpital, mais il y a un bon nombre qui va devoir venir en soins intensifs. Et donc là, vous n'allez pas avoir des soins intensifs pour ceux qui ont la maladie et des soins intensifs pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'assez rapidement, vos quelques lits de soins intensifs, même si c'est 35 à Erasme, une quarantaine à Saint-Luc, ils sont vite occupés. Alors donc on en revient à ça. On en revient à cette image terrible de ces tentes où on mettait ceux qui ont la maladie. Parce qu'il n'y avait pas de soins intensifs, il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait proposer. Alors voyons ensemble comment on peut aborder la prochaine pandémie. Mettez-vous à la place de ceux qui travaillent à l'hôpital et en soins intensifs en particulier. Les soins intensifs, c'est des ensembles de patients, d'équipements et de personnel. Et donc nous sommes ici face à une augmentation du nombre de malades. Parce qu'il y a encore des infarctus qui tournent mal, des gros accidents vasculaires, il y a encore des traumas, Il y a un afflux supplémentaire de malades qui sont dans un état tout à fait critique. Alors on va essayer d'étendre un peu les unités de soins intensifs, mais enfin, on ne met pas des malades de soins intensifs aussi facilement que ça dans les couloirs. Et puis il faut le matériel. Le monitoring, on pourra peut-être faire sans, mais on l'a dit, c'est surtout les problèmes respiratoires, donc il faut avoir assez de respirateurs. Vous avez assez de respirateurs? On peut en trouver quelques-uns. Et ces machines cœur poumon qu'on appelle des ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenator, ces machines dans lesquelles passe le sang pour être oxygéné. On en a 4, 5 dans un hôpital. On les utilise, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? 4, 5 malades? Ouf, pas grand-chose, hein? Voilà, une excellente infirmière chez nous qui a le sourire. On lui dit, voilà, t'occupes malade en ECMO? Oui, pas de problème, voilà, l'ECMO est ici, la machine cœur poumon est ici, voilà. OK. Mais maintenant, vous multipliez ça par, effectivement, X. Alors, on va faire beaucoup de machines à ECMO. On va faire comme pendant la guerre, quand on augmentait le nombre, la production d'armes. Est-ce qu'on va avoir des usines à ECMO? En 2009, il y avait déjà une firme italienne qui n'était pas idiote, qui s'était lancée à l'approche de l'épidémie et qui avait commencé à faire des machines quand même sophistiquées, vous l'avez vu, en plus grande quantité en prévision, en se disant on va faire quand même, on va bien vendre ici, si effectivement les hôpitaux en ont besoin. Mais c'est par dizaines, c'est par centaines qu'il faudrait avoir ces machines. Bon, continuons. On y reviendra, mais continuons. Le personnel. Troisième élément, des soins intensifs. Personnel, infirmière, médecin. Il y en a aussi qui vont tomber malades. Il y aura moins de personnel. Bon. Et puis la première chose qu'on fait, en cas d'épidémie, c'est éviter tous les rassemblements. Donc il faut avant tout fermer les écoles. Et les cinémas et les théâtres, tout ce que vous voulez. Enfin, pour les familles, les écoles, ça c'est quand même problématique. Et il y a beaucoup de médecins, d'infirmières qui ont des enfants, et il s'agit, encore une fois, pas de les regrouper. Alors moi je trouve ça amusant, ces images. D'ailleurs on se moque souvent des Asiatiques parce qu'ils mettent des masques pour un oui ou pour un non. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. C'est nous qui avons tort d'hésiter à mettre des masques dans la rue. Mais enfin ok, fermons cette parenthèse. Mais ça, en cas de pandémie, non, les petites filles ne vont pas aller à la danse. Et on ne va pas aller faire de la gymnastique. Non, il faut rester chez soi.
Et donc le personnel, en partie, va appeler pour dire désolé, mais j'ai mes enfants ici et je ne peux pas venir à l'hôpital, je voudrais bien, mais je n'ai pas de parents qui peuvent s'en occuper, je ne sais pas. Encore une fois, pas question de regrouper les enfants et de refaire des crèches. Non, c'est pas ça, hein, on ne peut pas le faire. Et puis aussi, on ne peut même pas prendre le tram, ni le métro, puisqu'il faut fermer tout ça. C'est là que la transmission va se faire le plus directement. Donc il n'y a plus de méthode de transport. Alors, bon, est-ce que je vais pouvoir venir à l'hôpital? Et puis, il y a ce que j'appelle les autres absences. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont des bons samaritains, comme on les appelle en anglais en particulier, ceux qui sont prêts à se lancer, je vais venir, je vais aider, etc. Mais il y en a d'autres qui, doucement, j'ai quand même ma famille, moi, ici, j'ai pas envie de ramener le virus à la maison, c'est grave quand même, et donc, aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous avons, bien sûr, nous le savons, une société où on aime bien décider pour soi-même, nous sommes assez individualistes. Il y a l'information qui est parfois non contrôlée par la presse, par Internet, qui dit « Attention, là-bas, tel hôpital, pouf, ils ont tous attrapé la maladie, ça peut aller très très vite. » Et puis en même temps, c'est pas évident de réellement pousser les gens à venir travailler. Et puis, peut-être qu'à un moment, il pourrait y avoir un risque trop important. C'est l'exemple qu'on cite des pompiers qui ne peuvent pas toujours aller dans l'incendie. Et on connaît bien sûr l'histoire de 9/11 et des pompiers qui sont quand même montés et puis qui sont morts dans les tours. Et donc, il y a un principe pour les pompiers qui est justement de faire attention et de ne pas aller directement se faire tuer, comme les policiers ne vont pas aller tout de suite se faire tuer parce qu'il y a un autre avec une Kalachnikov qui tire dans tous les sens, on ne va pas nécessairement aller tout de suite se mettre devant lui. Mais les implications légales, vous vous souvenez ici de l'histoire d'Ebola, les infirmiers qui se sentaient mal protégés suite à la maladie d'une infirmière, ils sont tous descendus, ils sont descendus devant l'hôpital en disant « Non, non, nous on ne veut plus, parce que le risque est trop important. » Et on cite aussi le cas du Johns Hopkins en 1918, on revient à la grippe espagnole, où une série de personnes n'ont plus voulu aller travailler à l'hôpital de peur d'attraper le virus. Et ça a été problématique au niveau du Johns Hopkins, certainement au niveau d'autres institutions, mais en particulier à Baltimore, au Johns Hopkins, ils ont réellement été confrontés à un problème important. Alors les implications légales là-dedans ne sont pas claires. Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous l'expérience de Katrina, qui m'émeut beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les pandémies, ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et on savait qu'elle allait arriver. Et il y a beaucoup de médecins qui ont rassemblé femmes et enfants et qui ont dit, nous, avant tout, on va se protéger. Si on n'a pas envie d'être inondé ici, on s'en va et on va plus loin. Et il y a d'autres médecins qui sont restés. Et qui sont restés dans les hôpitaux. Et qui sont restés auprès des malades qui étaient au respirateur et qui ont, parfois, aidé ces personnes à mourir par des médicaments plutôt qu'en étant noyées. Des personnes qui, malheureusement, étaient dans un état très très grave, qui ne pouvaient pas être évacuées et qui allaient mourir noyées. Qui a eu des ennuis légaux? Ceux qui sont partis avec femmes et enfants et qui ont cavalé? Non, non. Mais certains médecins ont eu des problèmes pour avoir aidé des gens à mourir. Moi, ça me fait mal. Toujours est-il que, je reviens aux pandémies, si nous n'avons plus assez de personnel dans les unités de soins intensifs, alors on va les chercher ailleurs. On va essayer, bien entendu, de fermer les salles d'opération autant que faire se peut. La prothèse totale de hanche, on va la postposer. Les interventions qui peuvent attendre, on va les postposer. Et donc, on va faire venir alors des anesthésistes, des infirmiers infirmières vers les soins intensifs pour au moins remplacer ceux qui sont malades. Mais ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas bien formés. Ils n'ont peut-être pas particulièrement envie non plus d'aller auprès de ceux qui ont plein de virus et qui sont au respirateur à cause du virus. Et puis, en soins intensifs, il faudra travailler comme ça. Ce qu'on appelle le donning et doffing. Quand on le met, c'est le donning. Quand on l'enlève, c'est le doffing. Vous vous rendez compte ce que c'est? Enfin, on a beaucoup parlé pour Ebola, mais c'est énorme.
de devoir mettre ça pour travailler, il fait chaud là-dedans. On est dépersonnalisé, on ne communique pas bien avec les autres, on ne se reconnaît même pas bien, on ne sait pas très bien à qui on parle, et on a peur, on est stressé, et on garde ça, quoi, 30 minutes, 60 minutes, 2 heures là-dedans, on devient assez dingue. Et alors il faut faire très attention en les enlevant, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout envie de se contaminer, donc il faut faire vraiment gaffe, bien le mettre, bien l'enlever. Et donc c'est une charge de travail qui est assez énorme, et donc il y a un risque aussi de burn-out. Tous les matins, la personne qui se dit, bon, maintenant je vais à l'hôpital, puis je vais devoir mettre ce truc, et puis je ne peux pas dire que je dois m'occuper de mon enfant ici, etc., etc. Et donc, il faut prévoir tout ceci. Il faut éduquer, il faut réassurer, il faut laisser du temps pour les discussions, il faut un support psychologique, et il faut aussi simplifier l'administration le plus possible. Il ne faut pas commencer à devoir écrire ou taper plein de rapports alors qu'on est déjà surchargé par tout le reste. Alors peut-être qu'il faut former rapidement des gens, mais là aussi, ce n'est pas facile de former rapidement des gens aux machines cœur-poumon ou aux respirateurs. C'est vrai qu'à l'époque de la grippe espagnole, beaucoup de gens ont aidé, des religieux, d'autres, il n'y a plus beaucoup de toutes ces personnes-là qui sont disponibles. Enfin, on peut imaginer qu'il y a quand même des volontaires, mais sur le plan professionnel, ils ne seront pas nécessairement d'une grande aide. Alors, avançons dans les considérations éthiques. Je vais placer ça dans le contexte, on va encore se donner une vingtaine de minutes, dans les contextes de problèmes éthiques en soins intensifs. On admet en soins intensifs que les personnes qui, bien sûr, ont une maladie aiguë et grave, mais qui ont quand même suffisamment de réserve, on ne va pas prendre une personne qui arrive en fin de vie de toute évidence, et il faut évidemment avoir un traitement possible, même si la personne est relativement jeune, si le cancer est généralisé, et qu'on ne peut plus rien proposer sur le plan oncologique, ce n'est pas la peine de mettre la personne en soins intensifs. Mais venons-en maintenant à ce qui va nous interpeller, des 4 grands principes éthiques, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la justice distributive. La justice distributive qui nous permet à tous d'avoir les mêmes chances d'avoir accès à un traitement. Et ça on pourrait parler de transplantation, on pourrait parler de médecine de catastrophe, mais ici on va parler maintenant du nombre limité de lits. Le public ne sait pas toujours bien ça, mais vous pouvez le savoir. Parfois, nous recevons un coup de fil du genre, je ne sais pas si tu as assez de lits disponibles. Oui, ça va. Ah, oh, chouette. Je voudrais bien te parler d'un malade de 78 ans qui est... Si la réponse est, ouch, non, oh là là, mon vieux, tu ne peux pas savoir, mon unité ici est pleine à craquer. Ah, ok, désolé. Je vais essayer de me débrouiller. Et le malade de 78 ans, il n'ira pas dans le service de soins intensifs. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre papa, c'est peut-être votre maman, mais c'est comme ça que ça se passe en réalité. C'est la vie. Et d'ailleurs, les études, ceci est tout récent d'ailleurs, les études montrent que quand les soins intensifs sont sous pression, quand allez, il faut faire vite, en avance, je dois vite monter, j'ai besoin du livre, ça, la qualité des soins est moins bonne. Bon, il ne fallait peut-être pas l'étudier, vous allez me dire, c'est tout à fait logique, mais voilà, c'est bien montré. Si vous arrivez dans un service de soins intensifs qui est surchargé, vous n'allez pas avoir la même qualité de soins que si les gens sont là pour vous attendre parce qu'ils n'ont pas trop de travail. Alors, si vous n'avez pas assez de lits en soins intensifs pour admettre ces personnes en cas de pandémie, vous n'avez que 2 possibilités. Soit vous les gardez en dehors des soins intensifs, soit vous accélérez la sortie des soins intensifs. Et la sortie, ça peut aller soit vers l'étage, soit vers la morgue. Mathématiquement, dit platement, vous n'avez pas d'autre possibilité. Alors, je donne toujours cet exemple à mes étudiants. Je dis, imaginez que vous soyez dans une petite unité de soins intensifs, vous avez 6 lits de soins intensifs, 1 lit libre et 5 lits occupés. On vous appelle pour un malade de, mettons, 69 ans qui a une insuffisance respiratoire type bronchite chronique décompensée. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, hein? Non? Bon. Juste après, on vous appelle parce qu'il y a une jeune polytraumatisée de 19 ans qui est tombée de sa mobilette. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, désolé, la personne de 19 ans, tant pis pour celui qui a 60. Mais non.
vous allez proposer que Madame Dubois, ici, remonte à l'étage, comme on dit, c'est-à-dire aille vers une salle ordinaire pour laisser la place pour cette jeune polytraumatisée. Transférer la polytraumatisée vers un autre hôpital, c'est pas bien, parce qu'elle est instable, c'est pas une solution de la remettre dans une ambulance pour aller vers un autre hôpital. Mais Madame Dubois... Et quand la famille Madame Dubois vient, qu'est-ce qu'ils disent les enfants? On vient voir notre maman, Madame Dubois. Ah, Madame Dubois, elle est remontée! Ben, enfin, vous aviez dit que vous la gardiez jusque demain? On a besoin d'un lit. Quoi? Vous avez renvoyé ma maman vers l'étage parce que vous avez besoin d'un lit? Ma maman? On peut peut-être pas dire ça. Alors on dit, non, Madame Dubois, elle a monté, elle allait mieux. Non, elle allait mieux, elle était vraiment beaucoup. Puis qu'on va voir sa maman à l'étage, je dis, mais elle est vraiment pas mieux, hein, elle est vraiment pas beaucoup mieux. Hein, ma maman vous raconter des histoires. Nous avons une fois une plainte à l'hôpital qui m'a fait vraiment mal, d'une plainte un peu méchante de personnes qui essayaient de nous attaquer en disant mais on a fait remonter ma maman trop vite et puis à l'étage elle s'est dégradée sur la faute des soins intensifs, etc. Et puis j'ai dit la vérité à l'avocate qui était devant moi, il y a bien longtemps déjà, il y a pas mal d'années, et j'ai dit mais vous savez, on avait un gros problème de lit, et donc il a bien fallu effectivement faire un choix, et cette dame-là est montée à l'étage, on a espéré que ça aille, voilà. Elle m'a dit écoutez M. Vincent, oubliez ça, oubliez cette histoire. Ben non, je ne veux pas oublier. Non, c'est la vérité. C'est la justice distributive. Ah oui, justice distributive. En justice, la justice distributive, zéro. On va dire qu'en Belgique, on a de bons hôpitaux, que tout est bien, pas de problème. On ne va jamais accepter ça. Ah bon? Puis j'ai dû ravaler, j'ai dû mordre sur ma chic. Et enfin, on n'a pas eu de problème ultérieur, mais ça m'a fait mal quelque part. Et je me suis dit, mais je vais en parler au public, je vais leur montrer ce genre d'exemple pour que les gens comprennent quand même. Et d'ailleurs, il y a des cas, ici c'est en Irlande, où effectivement, il n'y avait pas assez de lits de soins intensifs, il y a eu toute une discussion et on a augmenté le nombre de lits de soins intensifs dans l'institution. Bon, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut augmenter le nombre de lits de soins intensifs, ce serait une mauvaise appréciation de mon propos. Ce que je veux dire, c'est que déjà, en l'absence de pandémie, il y a déjà des moments dans lesquels nous sommes effectivement sous pression. Les soins intensifs coûtent cher. Hein, aux États-Unis, c'est 1% du produit national brut, hein, les soins intensifs. 1% du produit national brut, c'est énorme. Et donc, c'est à peu près 10% du budget de la santé. Enfin, aux États-Unis, ce serait un peu moins que 10%, mais c'est quand même énorme. Et donc, il n'est pas question d'avoir des énormes services de soins intensifs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de pandémie, rassurez-vous, et donc j'y reviens. Je dis que déjà en l'absence de pandémie, parfois, nous sommes sous pression. Alors, bon, on peut en arriver à un problème de contingency capacity, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas très bien où mettre les malades. Mais maintenant, nous en arrivons à la crise. Parce que c'est 5, 10, 15 malades, pas plus, qui ont une grippe mauvaise, qui ont besoin de respirateurs. Et donc, on en arrive ici, là, à devoir faire des choix éthiques qui vont être pénibles. Et vous ne direz pas, oh, si je veux prendre l'avion pour aller ailleurs, on peut prendre l'avion avec les machines cœur-poumon, mais les hôpitaux, ils risquent d'être pleins ailleurs aussi. Hein. Alors ne venez pas chez moi en disant, mais Jean-Louis, on est copains, tu vas bien nous trouver un lit. Hein. Si ça m'arrivait à moi, tu aurais bien un lit pour moi. Non, ça on ne peut pas. La justice distributive, justement, même si vous dites je vais construire une aile supplémentaire à l'hôpital, ça ne vous fera pas gagner une place, du moins je l'espère. Si vous dites non mais c'est Amélie Nothomb, elle écrit bien, il faut la prendre, non, Amélie Nothomb ou le concierge d'à côté, non. Valeur morale, on ne va pas prendre du trou quand même, hein. Ah ben si, parce qu'on ne peut pas mettre une limite entre Dutroux et le plus gentil d'entre nous, donc il faut traiter tous les gens de la même manière, et donc c'est pas parce qu'on est amis, c'est pas parce qu'on est de la famille que nécessairement on va faire passer avant quelqu'un d'autre, non? Et c'est pas parce qu'il est gentil, il a toujours été chouette, regarde, ce sourire amical, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, est-ce qu'on peut arrêter un traitement en soins intensifs pour faire de la place?
Est-ce qu'on peut arrêter un traitement en soins intensifs tout court? Oui. Là, du moins dans nos régions, au Middle East, non. Même dans le sud de l'Europe, ce sera, dans les pays très religieux, ce sera plus difficile. Mais en tout cas, en Belgique, dans les pays avoisinants ou dans les pays anglo-saxons, on peut non seulement withhold, c'est-à-dire ne pas appliquer un traitement, mais on peut aussi withdraw, on peut retirer un traitement. Il n'y a pas de différence éthique entre les deux. Et l'idée n'est certainement pas qu'en arrêtant un respirateur, on va tuer. Non, non, on arrête un traitement qui n'a plus assez de sens. Mais juste pour prendre un cas particulier, en cas de pandémie, on pourrait être amené à ne pas réanimer certains nouveau-nés prématurés et occuper ce lit pour faire passer un plus petit enfant en néonatologie et pour faire de la place pour un adulte. On connaît tous les risques qu'il y a dans les nouveau-nés avec l'avenir incertain de ces tout petits. Peut-être qu'on préférera prendre celui de 30 ou 35 ans qui pourra passer au travers de cet épisode. Alors donc, abordons la planification. Alors tous les articles dans le domaine, tous les consensus sortent des belles phrases, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Donc il faut un planning, il faut des protocoles pour le triage, pour voir qui on prend et pour décider qui on va garder en soins intensifs ou pas. Et alors vous pouvez même, si vous êtes mathématicien, enfin ça pourrait être un calcul pour un élève de secondaire, on pourrait en arriver à mettre des chiffres là-dessus. C'est un peu cru, mais c'est comme ça. Si vous avez 10 nouveaux patients qui arrivent chaque jour, vous avez une unité qui a 15 respirateurs, vous avez un taux de mortalité de 30%, ça vous fait combien de lits disponibles tous les jours? Et les questions qui vont se poser sont des questions de déjà qui nous allons admettre en soins intensifs. L'âge, oui, enfin, il n'y a pas que l'âge, on le sait tous, c'est la qualité de vie, les espoirs de qualité de vie ultérieure. Il y a évidemment les comorbidités, diabète, etc. Et puis il y a la sévérité de la maladie. Et donc, oui, les Canadiens qui ont été très préoccupés par cette affaire du SARS, et qui sont aussi des gens, des anglo-saxons, qui sont très bien organisés, eh bien, ils ont déjà pas mal planifié les malades qu'on va admettre et ceux qu'on ne va pas admettre. On va admettre les insuffisances respiratoires, mais on ne va pas admettre toute une série de pathologies. Mais tout ça, ce n'est pas du tout rien. Parce que le manque de lits, ça va être progressif, ça va aller de mal en pis. Mais au départ, on pourra peut-être faire avec, comme on dit à Bruxelles. Et puis après, ça n'ira plus. Alors, on peut effectivement avoir une première étape. En première étape, le cirrhotique qui est en train de saigner, on ne le prend pas. La personne très âgée, on ne la prend pas. Celui qui a un coma profond, sans grande chance de récupération, on ne le prend pas. Et puis on passe à la phase 2. Si on n'a plus assez de lits disponibles encore, eh bien là, on ne prend plus d'insuffisance rénale qui ont besoin de dialyse, on ne prend plus de cancer à un stade avancé. Et puis on peut même arriver au stade 3. Et puis, il faut quand même réévaluer après quelques temps. C'est-à-dire que les malades qui sont dans votre service, il faut peut-être à un certain moment repasser. Après 48 heures, après 120 heures, et dire, bon, allez, on a donné sa chance ici. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On arrête? À Erasme, nous avons effectivement, enfin, c'est pas seulement Erasme, enfin oui, nous avons appliqué à Erasme, mais c'était en 2009, à la demande des autorités ministérielles. Nous avons effectivement établi le même genre de choses. La phase 1, eh bien voilà, on va essayer de faire sortir tous les malades qui peuvent, on ne va pas s'occuper de cas terminaux. La phase 2, on va essayer d'étendre le nombre de lits si c'est possible, on va arrêter la chirurgie non urgente, et puis on va continuer. Si on arrive dans une phase 3, ben, il faudrait être encore plus restrictif. Tout ça semble assez raisonnable, non? Et la phase 1, on pourrait
Peut-être ne pas mettre de limite d'âge, mais la phase 2 pour aider plus de 85 ans. Enfin bon, voilà, on peut ainsi avoir toute une série de listes d'éléments qui peuvent nous aider au triage. Et en cas de pandémie, vous êtes obligé d'avoir justement, pour éviter les aspects subjectifs, qui peuvent jouer quand même, d'abord en fonction du médecin qui est responsable. Il y a peut-être des médecins qui seront plus gentils, plus permissifs, qui vont prendre plus de malades, et les autres qui vont effectivement être beaucoup plus restrictifs. Donc il faut avoir des scores. Et pour la H1N1, on a proposé des scores. Et les scores, c'est basé sur la sévérité de l'affection. On ne va pas entrer dans les détails de tout ça. Mais en gros, c'est les cas légers, on ne les prend pas, et les cas trop graves, on ne les prend pas non plus. Parce que les cas trop graves, le risque de décès est trop grand. Et ça, c'est un principe de médecine des catastrophes. Les cas pas très graves, on dit, non, non, vous vous débrouillez, restez en dehors de mon champ ici. Et ceux qui sont dans un état très très grave, qui ont malheureusement beaucoup de risques de mourir, non, désolé. Parce qu'on va se focaliser sur la partie intermédiaire, qui est la partie pour laquelle on peut faire le plus. Donc c'est ce qu'on fait en cas de médecine des catastrophes, c'est une médecine de guerre, c'est comme ça aussi, ou les grands accidents, c'est comme ça qu'on fait. Et donc en cas de pandémie, même chose. Si le cas est trop grave, désolé, mais on ne pourra pas le prendre. Alors, voici des recommandations toutes récentes d'un groupe de travail américain qui effectivement nous établit de manière assez raisonnable, je dirais. Vous allez voir que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, et ce sera la fin de mon exposé. Mais qui, au départ, disent, voilà, ceux qui ont un risque de mortalité de plus de 90%, il ne faut pas les prendre en soins intensifs. Ce qui est intéressant aussi, ça fait partie de « sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie ?» c'est établir des plans. Le médecin généraliste qui va dans les homes, qui va en dehors des homes, voir des personnes âgées ou des personnes qui ont beaucoup de comorbidités, si vous deviez avoir une mauvaise grippe, est-ce que on vous amènerait en soins intensifs ou pas? Il faut essayer de planifier les choses. Comme le NTBR, not to be resuscitated en cas d'arrêt cardiaque, il faut le planifier. C'est pas au moment d'arrêt cardiaque qu'on décide de ne pas réanimer. Et donc, nous insistons dans tous nos exposés auprès des médecins pour qu'ils pensent aux mesures à prendre en cas de crise. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réévaluer. Il faut réévaluer la situation après un certain temps, par exemple 48 heures. Et on peut voir ainsi l'évolution de la défaillance d'organes, des malades qui semblent aller mieux, on va continuer, les malades qui ont l'air de stagner, la défaillance d'organes ne s'améliore pas. Là, il faudra revoir la situation. Mais donc, maintenant, pour mettre les choses ensemble, je vous propose donc cet algorithme. Nous avons une personne qui arrive avec une insuffisance respiratoire sévère liée à cette méchante pathologie virale. Et cette personne, si elle n'a pas besoin de respirateur, non. Est-ce qu'elle est éligible pour un support respiratoire? Si la réponse est non, parce que la personne est trop âgée, parce que la personne a des comorbidités, elle a un cancer qui évolue quand même assez fort, on ne va pas lui proposer de respirateur et elle va mourir. Si la personne est éligible pour un support en soins intensifs, est-ce que le respirateur est disponible? Oui, le respirateur est disponible, bon, on l'utilise. Et si le respirateur, si la personne s'améliore au respirateur, ok, très bien, mais si elle ne s'améliore pas. Voyons un peu la situation s'il n'y a pas de respirateur disponible. Qu'est-ce que nous faisons? On envoie directement à Patresse? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre conjoint. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être celui-ci qu'il faudrait envoyer à la mort parce qu'il ne s'améliore pas, de manière à avoir le respirateur disponible pour celui assez jeune qui arrive en soins intensifs. Churchill disait « never, never, never give up », mais il ne parlait pas de soins intensifs. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir comment ça va évoluer quand vous avez une insuffisance respiratoire aiguë sévère, mais néanmoins, la question est, réellement, et les éthicistes n'ont pas un avis unanime à ce sujet,
est-ce qu'on peut dire, ah ben celui qui a déjà sa place en soins intensifs, il la garde. Tant pis pour celui qui arrive plus tard. C'est une option. Ou bien est-ce qu'on dit, il y a une personne qui arrive, je regarde ceux qui sont là, et je regarde s'il y a une personne qui a moins de chances d'en sortir, ou qui a moins de bénéfices à en sortir, en tirer, et je vais remplacer cette personne par celui. Ce sont des choix auxquels on est confronté. Et donc ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable et dire, ah, on verra bien. Ça peut arriver. Alors, une grosse question pour nous, c'est si vous avez votre unité de soins intensifs avec un lit disponible, les résidents souvent aujourd'hui disent je vais essayer de garder un lit disponible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc on n'est qu'en début de nuit, on ne sait pas ce qui va arriver en courant de la nuit. Moi je suis content d'avoir un lit libre. Mais est-ce que vous pouvez encore dire j'ai un lit libre si vous avez des personnes qui arrivent avec des insuffisances respiratoires l'un après l'autre? Vous pouvez encore dire ça? Oui, mais bon, alors si vous l'occupez, peut-être que juste après, comme dans mon exemple précédent, il y aura quelqu'un de plus jeune qui a une espérance de vie plus grande et peut-être une meilleure qualité de vie. Est-ce que je dois garder alors un lit disponible tout le temps pour celui-là et dire à celui-là, non, désolé, je ne prends pas? Ou bien est-ce qu'il faut occuper tout le temps les services de soins intensifs? Alors est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi? Et qui décide? Le médecin, tout seul? C'est la société qui doit décider quand même. Il n'y a pas de raison que ce soit le médecin tout seul. La mort est trop importante pour être laissée au médecin, disait cet humoriste. Et donc, vous avez besoin d'avoir un leader quelque part, qui doit être médecin, mais qui doit coordonner la discussion, et qui doit être effectivement la personne qui établit ces listes de triage, les scores, et qui catégorise les patients en fonction des ressources qu'on a, et qui communique à l'ensemble du team. Et il faut peut-être avoir des officiers de triage, des personnes qui vont effectivement appliquer la règle de manière tout à fait objective, mais absolue. Encore une fois, ce qui ne peut pas influencer la décision, c'est la race, les opinions, la valeur intellectuelle, etc. Et est-ce que le premier arrivé est vraiment le premier servi? Ou bien est-ce qu'on fait de la loterie, on tire au sort? Ou bien est-ce qu'on réévalue chaque fois? Mais la direction d'hôpital doit être impliquée là-dedans. Ce n'est pas seulement le médecin qui est en charge du service. Et les infirmières avant ça, l'équipe doit pouvoir être impliquée, comme dans toutes les décisions de type éthique. Mais alors là, voilà, je vais vous donner un dernier coup en terminant. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est transparent? Oui, il faut être transparent, vous devez quand même dire ce que vous faites. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on aura une famille musulmane qui dira non, non, seul Dieu peut reprendre la vie, etc. On est souvent confronté à ces problèmes en fin de vie, avec les familles très religieuses. Qu'est-ce qu'on va faire en cas de pandémie? Et qu'est-ce qu'on va faire lorsque la famille... Encore un cas chez nous pour le moment où la famille est pour le moins difficile, où il menace de prendre des mesures physiques vis-à-vis de nous pour un oui ou pour un non. Et puis quoi? Alors si vous êtes transparent, et si vous dites votre papa à 78 ans, là, non, on va quand même, non, désolé, on va nulle part, les risques sont, ou les chances de survie sont quand même très limitées. Et la famille va dire, mais pourquoi vous choisissez mon papa? Et pourquoi pas à côté? Il a l'air assez vieux, là, à côté, non? Et alors, ça, voilà, ça c'est quelque chose avec laquelle, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et donc, je m'oppose peut-être à l'Amérique entière. C'est un consensus américain. Vous savez qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, il n'est pas question de précipiter la fin de la vie. Et alors, ils disent... We suggest active life ending procedures are not ethically permissible even during disasters or pandemics. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que ça veut dire que, ok, si on décide d'arrêter, on va laisser les choses prendre place doucement. Ce qui veut dire que on ne peut pas admettre une autre personne
dans ce lit-là, avant que le processus ait pris fin. Je ne dis pas qu'il faut prendre une grande seringue et qu'il faut administrer un produit de manière extrêmement rapide, mais il ne faut pas non plus que la fin de vie prenne beaucoup de temps. Si on a besoin du lit pour quelqu'un d'autre, c'est un problème de justice distributive. Et donc, je ne suis pas d'accord avec les amis américains, mais ça c'est mon opinion, hein, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que dans ces conditions, il faut pouvoir raccourcir malheureusement la fin de la vie de manière à maximaliser les ressources qu'on peut offrir à la population. J'espère vous avoir convaincu que les pandémies vont arriver. On n'est pas en train de regarder le passé. Nous allons faire face à ces problèmes. Je ne sais pas quand, mais nous allons faire face à ces problèmes. Et avec toutes ces transmissions de pathogènes au travers les cieux, il est clair que nous sommes tous à la merci d'un microbe apparaissant quelque part dans le monde. Les microbes ne s'arrêtent pas aux frontières, ils les traversent allègrement. Et exactement comme nous avons connu plein de pandémies à l'avenir, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et nous n'aurons jamais les traitements à 100% efficaces vis-à-vis de tous les micro-organismes qui peuvent se présenter à nous. Alors que sera la prochaine pandémie? À quoi ce sera dû? Là, les virologues pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Est-ce que c'est un type? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est très possible que ce soit un virus aviaire? Mais voilà, on peut imaginer plein de choses. On ne pensait pas à l'Ebola avant qu'il n'arrive. Et donc, bon, la panoplie est large. Mais c'est clair que nous devrons faire face à ces questions de par le monde. Et encore une fois, je ne veux pas du tout limiter mon intervention à la Belgique. Alors, comment est-ce que les autorités peuvent se présenter? Vous avez compris que je ne veux pas être critique vis-à-vis des autorités, mais on sait bien qu'en politique, de toute façon, les investissements sont à court terme. Il n'y a pas un politicien qui va venir devant vous et dire, voilà, nous allons investir maintenant des centaines de milliers d'euros pour la prochaine pandémie. Parce que le public, il nous faut une meilleure justice, il nous faut des écoles, il faut des trucs, des meilleures routes, parce qu'on est comme ça, parce qu'on vit au jour le jour. Et donc on ne peut pas leur en vouloir, c'est le monde dans lequel on est, et puis voilà. Mais c'est sûr que, heureusement, lorsque le risque s'accroît, faisons confiance à nos autorités pour y agir à ce moment-là, avec effectivement le support du public. Mais vous vous demanderez peut-être, quid de l'Organisation mondiale de la santé, quid des autres organismes s'occupant de maladies infectieuses? Au niveau de la Fédération mondiale des soins intensifs, nous sommes évidemment assez en contact avec l'Organisation mondiale de la santé, mais leurs budgets sont relativement limités. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays qui ne payent pas ce qu'ils doivent pour ce type d'organisation. Et deux, ils estiment qu'ils ont assez à faire avec justement l'Afrique centrale pour Ebola ou avec des problèmes de santé publique qui sont d'énormes, que ce soit la malaria, la dengue ou d'autres choses, et qui considèrent que leur argent doit de toute façon être placé avant tout dans une médecine de base et pas dans une médecine sophistiquée qui peut être effectivement impliquée dans les cas graves. Et ce qui est assez amusant, c'est des discussions que nous avons avec eux. Il ressort que pour eux, en fait, tout s'arrête quand le malade arrive en soins intensifs. Ils n'ont pas encore vraiment compris ce que sont les soins intensifs, si vous voulez, ou en tout cas l'apport que ça peut avoir. Et ils s'en rendent compte maintenant, ils disent, mais oui, mais vous savez, mais pour nous, la prise en charge de tous ces problèmes infectieux à l'échelle mondiale, c'est essentiellement essayer d'avoir une médecine de base, et essayer que les gens ne développent pas des complications. S'ils développent des complications, on essaye tant bien que mal de les traiter, mais si ça ne va pas, c'est tout, on s'arrête. Et donc, ils ne sont pas, si vous voulez, encore tout à fait face à la médecine moderne qui permet d'avoir des machines extrêmement sophistiquées qui peuvent sauver des vies de jeunes personnes en cas de pandémie, mais il faut savoir que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, les ressources sont extrêmement limitées malgré tout, parce que le nombre de lits, le nombre de machines, le nombre de personnes est limité, et il y a des tas de problèmes éthiques qui viennent se greffer là-dessus. Et donc, voilà, je termine avec, encore une fois, la grippe espagnole.
avec les 3 phases connues, hein, la réponse au moment où ça apparaît, espérons-le, la recovery, et parfois ça prend un bon bout de temps pour que la population revienne à son niveau préalable à l'infection. Et la phase préparatoire, ben, c'est ce que nous discutons ici, et je reconnais que mon exposé ne se termine pas par une série de propositions, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Je crois qu'il faut surtout en parler, et il faut surtout se poser ces questions, les aborder, et savoir que, effectivement, ces questions vont ressurgir lorsque le temps viendra lors de la prochaine pandémie. Merci beaucoup.